Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchemist mais bien Full Manga Animé, car en effet ici on parle principalement de manga et d'animé. Le principalement va prendre tout son sens aujourd'hui car on va s'intéresser à une œuvre qui est à l'origine d'une série de light novels. On va donc parler économie, alcoolisme, divinité et voyage à travers Spice & Wolf et ses différents supports, du light novel à l'animé en passant par le manga. Ouais, tu l'auras compris, Spice & Wolf ou Okami Toko Shinryo de son nom japonais fait partie de ces œuvres qui ont été adaptées sous de multiples formes pour toucher un public le plus large possible et donner l'opportunité à chacun de se lancer dedans avec son support favori. On a choisi de traiter l'intégralité de ces derniers pour justement t'aider à y voir plus clair si tu décides à ton tour de t'y intéresser. Tout commence donc au Japon avec la parution du light novel en 17 tomes écrit par Izuna Asekura et illustré par Jiyu Ayakura. Ces romans qui visent souvent de jeunes adultes sont extrêmement populaires dans l'archipel et paraissent comme les mangas dans des magazines de prépublication avant d'être reliés. La différence majeure comparée aux romans de chez nous, c'est la présence de multiples illustrations qui rendent bien plus ludique la lecture. Car le public japonais est très attaché au support visuel, rien d'étonnant vu que l'art du dessin fait partie du patrimoine culturel nippon. En France, bien qu'on soit nous-mêmes de plus en plus attachés au dessin, c'est seulement le début de ces romans seconde génération avec notamment les éditions Offelp qui ont justement édité Spice & Wolf. C'est une bonne chose pour toi comme pour nous car contrairement à ce qu'on peut penser, il y a autant d'animés adaptés de light novel que d'animés adaptés de manga. On peut espérer avoir enfin entre nos mains les œuvres à l'origine de nombreux succès de l'animation. En plus, ça va permettre à ceux n'aimant pas de base la Japanimation d'avoir une nouvelle approche et tout simplement de découvrir voire redécouvrir cet univers trop souvent la cible de préjugés infondés. N'est-ce pas Sego? L'adaptation en manga par Keito Kome a par ailleurs vu le jour en 2007 et 11 tomes sont actuellement sortis dans la collection Seinen d'Ototo. Enfin, la licence s'est vue dotée d'une animation en 2 saisons produites respectivement par les studios Imagine puis Brainbase avec à la réalisation Takeo Takahashi. Bref, l'histoire nous emmène aux côtés de Lawrence Kraft, un marchand itinérant dont l'objectif est d'amasser suffisamment d'argent pour ouvrir un jour son propre magasin. Après un passage pour affaires dans le village de Passeron en plein festival qui contrairement à la majorité du pays demeure païen vénérant ainsi une déesse des moissons, il va se rendre compte au clair de lune qu'il abrite dans sa charrette une cargaison tout ce qu'il y a de plus inattendu. En effet, il s'agit de Holo, la déesse des moissons en personne. Cette dernière, chagrinée du fait que de par les nouvelles techniques d'agriculture intensive, les habitants se détournent d'elle, demandera à Laurence de voyager avec lui jusqu'à ses terres natales, en contrepartie d'apporter ses conseils et sa sagesse pour le bien des affaires du marchand. Méfiant tout d'abord, en bon commerçant en plus d'être curieux, il acceptera la proposition de cette jeune femme louve plusieurs fois centenaire et commenceront tous deux un périple jusqu'à atteindre leur but. Je t'accorde le fait que la synopsis n'est à première vue pas particulièrement palpitante. Être un commerçant ambulant se baladant un peu partout avec une louve, ça fait un peu 30 millions d'amis. Mais derrière cet objectif loin des codes classiques se cache en fait l'une des relations les plus incroyablement bien développées qui existent. Je m'avancerais même à dire que le lien qu'entretient Laurence avec Holo est l'exemple parfait d'une histoire qui cherche à nous fédérer non pas autour d'une quête précise mais bien d'une évolution des rapports entre deux personnages. Car plus que jamais, ceux-là vont être le cœur de notre histoire. L'ensemble des protagonistes mis en avant dans chaque arc seront tous bien abordés, compréhensibles et entre guillemets normaux de par leur rationalité. Mais ce pseudo-couple qui est Laurence Holo s'imposera comme l'une des relations les plus ambiguës, subtiles et bien écrites de ces dernières années. Au début, on aura affaire à un rapport de force morale à sens unique, avec la sagesse de Holo qui fera preuve de beaucoup de cynisme vis-à-vis d'un Laurence pourtant intelligent mais qui ne peut pas tenir tête à une divinité. Mais très loin d'un cliché s'étendant sur la longueur, ce dernier va au cours de ce voyage s'imprégner d'une répartie pouvant faire face à la déesse des moissons, qui nous montrera un côté lunatique rempli de mélancolie à l'idée de voir disparaître à cause de sa grande longévité tous ses amis. On peut ici y voir une première métaphore vis-à-vis des loups, qui peuvent aussi bien chasser les hommes qu'être chassés par ces derniers. Il y a une vraie complémentarité entre les deux durant les péripéties qui rend intéressant chaque instant, et c'est d'autant plus incroyable que la vivacité d'esprit et le dynamisme dont ils font preuve arrivent pleinement à rendre le scénario attractif, voire même envoûtant par moments. Spice & Wolf ne se veut pas être une œuvre basée sur l'action, c'est assez paradoxal car la cible visée est la jeunesse qui recherche souvent celle-ci. Il y a donc un esprit de la part de l'auteur qui va en plus aller encore plus loin en mettant l'économie au cœur de l'aventure. Pourtant le pari est réussi car il a su rendre dynamique des scènes ne s'y prétend pas, que ça soit dans les négociations sujettes à de nombreux rebondissements ou même autour d'une bière. Mais là tu te dois te dire qu'admettons avec un découpage efficace dans le manga ou bien une mise en scène bien exécutée dans l'anime ça facilite la tâche mais qu'en roman s'ennuyant à mourir. Eh bien non, je me suis moi-même surpris à préférer le light novel, car qui dit roman dit narration, par rapport au manga ou à l'anime où chaque attitude, sourire, environnement et parole sera analysée par toi-même, ici on te retranscrit parfaitement ce que l'auteur souhaite, tu comprends mieux sa pensée et tu prends encore plus de plaisir à dévorer les pages. Ayant lu à tout cas ces 3 livres dans ma vie, j'avais pas imaginé à quel point la narration pouvait être bénéfique si elle était bien utilisée. Ici c'est tellement important que malgré que l'histoire soit à peu de choses près identique selon le support, tu peux l'interpréter différemment à chaque fois, quitte à t'induire en erreur toi-même par moment. Toujours sur Light Novel, je trouve globalement le travail de Jiyu Ayakura correct dans les illustrations. Ça colle vraiment à l'image que l'on s'imagine dans la lecture. Ça fait peut-être un peu simpliste vu comme ça, mais par rapport au manga, on ne parle pas de storyboard, mais bien d'illustration. L'objectif de celle-ci, c'est de retranscrire des actions clés avec un dessin efficace qui va droit au but, et non pas de mettre en place un découpage pour une construction au fil de l'eau. A l'inverse, le roman sera un peu plus à la peine pour nous expliquer les principes économiques. L'histoire se déroule vraisemblablement dans la période moyenâgeuse, probablement en Allemagne vu les consonances germaniques. C'est l'époque où le clergé était tout puissant et les païens convertis de force au christianisme, d'où d'ailleurs une crainte supplémentaire pour nos deux héros.
Mais c'est aussi une époque où le commerce était en pleine expansion et c'est ce que l'on constate au travers de Lawrence. C'est pas souvent qu'on retrouve cette période de l'histoire, en tout cas en Europe, aussi bien renseignée dans la Japanimation. Les concepts économiques du passé sont en fait assez proches de ceux d'aujourd'hui. On t'expliquera par exemple les notions de monnaie fiduciaire, de spéculation, de loi de l'offre et de la demande de manière très intéressante. Mais comme je l'ai dit, en tant que novice, ce sera plus facile à comprendre dans le manga ou dans l'anime grâce à la gestuelle des personnages ou encore des schémas explicatifs. Cette vulgarisation économique qui rend accessibles ces concepts est nécessaire, sinon on aurait tendance à faire l'impasse sur la dimension commerciale, alors qu'après la relation Holo-Lawrence, ça reste tout de même un moteur d'histoire. Le scénario en lui-même est très bien. Bon, t'as un peu l'impression qu'ils passent leur temps à picoler dans des tavernes, mais derrière ces phases plus posées, il y a des enjeux bien plus importants et un rebondissement. Symbole du commerce qui est par définition risqué, voire même parfois extrêmement dangereux. Et ce d'autant plus dans notre contexte religieux où une simple suspicion d'hérésie peut conduire au bûcher. D'ailleurs, j'y vois ici une seconde métaphore. Tu vois des métaphores partout, toi, en fait. Ouais, car les métaphores, c'est mon fort. Plus sérieusement, le fait d'avoir mis précisément un loup dans le milieu du commerce, je doute que ce soit un simple hasard mais plus un clin d'œil, vu qu'on a souvent tendance à personnifier les personnes travaillant dans le commerce comme étant des loups. Alors finalement, lequel est le plus dangereux, l'authentique ou celui qui doit ruser pour arriver à ses fins mercantiles? Spice & Wolf, c'est donc un monde réaliste. Pourtant, cette touche fantastique qui est la présence de divinité donne un côté un peu magique. On est presque envieux par moments de cette période où la connaissance était plus restreinte et donc laissait place à un inconnu merveilleux. Cette ambiance, tu la retrouveras sublimée dans l'adaptation animée. Voir les décors de campagne, les villages, les cités, leurs habitants s'animer réussit vraiment à te transporter dans ce passé alternatif. Si t'enchaînes les épisodes, tu vas te sentir déconnecté de la réalité tant l'immersion est forte. Immersion si intense en partie grâce à la bande-son qui, malgré la récurrence de ses thèmes, colle parfaitement au style musical de l'époque. En tout cas de comment on pouvait l'imaginer avec des sonorités festives quand il faut et d'autres plus mélancoliques qui font cette fois-ci écho à notre scénario. D'ailleurs, je me dois de donner une mention spéciale aux openings et particulièrement au premier qui est l'un des plus reposants, attristant et pourtant l'un des plus beaux que j'ai vus ces derniers temps. Je garde un très bon souvenir de l'animé, mais en étant un peu dur, faut avouer qu'il fait un peu vieillot. Tandis que les deux saisons sont sorties en 2008 et 2009, t'avais Gurren Lagann en 2007 et FMA Brotherhood en 2009, qui sont je trouve supérieurs dans l'animation, même si bien sûr le propos et les studios sont totalement différents. C'est pas la mise en scène que je reprocherai à Spice & Wolf, mais plus les chara-design des personnages et les plans d'ensemble qui lui donnent 5-6 ans de plus. Après, il faut savoir que l'anime couvre à peine les 5 premiers volumes du light novel. On a donc malheureusement pas de fin à l'heure actuelle et le peu de succès qu'a eu l'adaptation au Japon nous laisse difficilement imaginer que ça reprenne. Et pourtant, je pense que la communauté actuelle est suffisamment nombreuse pour accueillir comme il se doit la suite de ce voyage. C'est aussi pour ça que la diversité des supports est un gros point positif. On peut se tourner vers le roman ou bien le manga. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il est vraiment à la hauteur de l'œuvre originale. Car encore une fois, tu retrouves l'esprit de Spice & Wolf à travers un dessin qui s'améliore à vue d'œil et qui est très harmonieux. Les planches ne sont pas surchargées, mettent en avant nos personnages dans des traits assez légers qui entre guillemets adoucissent la lecture. Inversement, quand il faut, le mangaka arrive à changer son style pour coller aux scènes dynamiques et dangereuses, faisant ainsi ressortir l'importance des enjeux pour les protagonistes. Ce qui est intéressant, c'est aussi que le manga, comme je l'ai dit plus tôt, crée un léger décalage avec le light novel. Il a tendance à codifier un peu les comportements. C'est par exemple le cas pour Roland en rendant son caractère plus compréhensible et semblable à ce qu'on retrouve souvent dans le rôle de la tsundere, alors que pourtant elle est loin d'être le stéréotype de cette dernière. Et globalement, tu t'en rendras quand même compte car de par la représentation de ses changements d'émotion ressortira son caractère lunatique et ses faiblesses, car même une déesse en a, d'où une remise en question pour savoir si c'est d'ailleurs une véritable divinité ou non. En tout cas, Spice & Wolf, c'est un peu une exception dans la culture pop japonaise. C'est là que tu te dis que les light novels peuvent énormément apporter au manga et à l'animation car ça donne un souffle nouveau à un modèle surexploité. Je te recommande donc vivement cette œuvre qui a le mérite de prendre des risques et qui a su s'imposer comme une référence. En ce qui me concerne, je lui attribuerai la note de 15/20 pour le souvenir unique que j'en garde, en espérant que toi aussi tu en garderas la même impression. Sur ce, c'est la fin de ce 11e épisode de FMA. J'espère qu'il t'aura plu autant qu'il nous a plu dans sa construction. Comme toujours, on t'invite à donner ta note et ton avis sur l'œuvre car cette vidéo n'est que notre propre analyse. Sans quoi tu peux t'abonner à la chaîne, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu à la vidéo si elle t'a plu et surtout la partager à tes amis. À dans le prochain épisode. Jikai, Full Manga Anime, Fairy Tail.